Bonjour et bienvenue dans le podcast À quoi tu joues? Tu sais bien, le podcast dans lequel on parle des arts vivants. Et aujourd'hui, c'est l'épisode où je t'emmène voir un spectacle. Et aujourd'hui, je t'emmène voir deux spectacles. Le premier, le Cercle des poètes disparus, ainsi que le deuxième, Carré blanc, petit, grand et arc-en-ciel. On en parle maintenant dans le podcast juste après le générique. Eh ben, on y va. Donc, aujourd'hui, je t'emmène dans les murs austères de l'Académie de Welton, qui se présente plutôt comme un lycée. Alors, vous connaissez peut-être pas la devise de cette école, mais c'est tradition, honneur, discipline, certainement tout ce que les masculins aiment aujourd'hui. Et ces trois mots résument parfaitement, l'ambiance super géniale qui se passe dans ce lycée, dans lequel, on est foufou, la folie. Eh oui, parce que en fait, on a la pression scolaire, l'étouffement complet de la créativité des élèves, le sévice corporel, parce que ma foi, on ne peut pas oublier ça. Bref, que du plaisir. On va suivre dans le cercle des poètes disparus le parcours de certains élèves qui sont dans cette académie pour réussir. Alors, dans le contexte, on est quand même en 1959, le rock and roll bat son plein. D'ailleurs, le spectacle commence assez étrangement avec le concert rock and roll. Donc, on voit les élèves venir chercher le public pour danser sur scène. Et dans mon cas, ça fonctionne bien à mon avis à chaque fois. Mais donc on est dans un vrai bal des années 60, et donc le public était déjà un peu conquis parce qu'effectivement on entend les vieux hits de l'époque, on rentre dans l'ambiance, c'est génial, c'est tout feu, c'est tout flamme, avant de découvrir évidemment tout ce qui va se passer. Mais là j'ai déjà mon premier point de vue, c'est que je n'ai pas très bien compris. Si je comprends qu'on fasse participer le public, ça c'est pas du tout un souci. Par contre, j'ai pas très bien compris parce que clairement cette ambiance rock and roll n'apparaît jamais dans ce lycée. Il n'est même pas question de bal de fin d'année. Il n'est même pas question qu'à un moment donné les élèves vont se mettre à danser du rock and roll ou sont déjà fans de ce type de musique. On n'est vraiment pas dans cette ambiance-là. Donc j'ai vraiment eu du mal parce que j'ai bien aimé au départ, et puis je me suis dit, mais en fait, pourquoi euh, Mais bon, je vais pas vous spoiler, je continue donc un tout petit peu le tour de ce sujet. Donc, on arrive à Welton, et tout est bouleversé lorsqu'arrive John Keating, qui est un professeur de littérature, qui va souffler un vent de liberté au sens propre, un sens de folie. Il va un tout petit peu être anticonformiste dans cette école qui est ultra conformiste. Alors, son message est simple, mais quand même radical pour l'époque, c'est pensez par vous-même. Et là, explosion de cerveau pour ces élèves qui ont toujours pensé à appliquer et qui viennent de familles riches des États-Unis, qui sont plutôt très conservatrices, donc qui n'apprennent pas à penser par eux-mêmes. Il y a cette fameuse phrase qui sort lors du spectacle et qui sort aussi lors d'un film, cette fameuse phrase « Carpe diem ». Eh bien, sous cette impulsion de « cueille le jour », les élèves vont se sentir véritablement pousser des ailes et se rendre compte de cette volonté de profiter de chaque instant dans leur jeunesse, qui est une production de résultats à voir au lycée pour plus tard rentrer à l'université. Et je le rappelle, c'est quand même très très sévère. À Welton, on n'a vraiment pas envie de rigoler quand on est dans cette école, on a plutôt envie de réussir et de se casser de là. Donc, ça souffle un vent de folie d'un coup dans le début des années 60 avec un professeur qui a lui-même été à l'origine du fameux cercle des poètes disparus, qui était un cercle où les élèves se réunissaient pour se lire de la poésie, et les élèves que l'on va suivre dans les années 60 vont se retrouver dans une sorte de grotte dans laquelle ils vont lire des poèmes et aussi se confier sur leur adolescence. Ce spectacle, tiré du film de Tom Schulman, qui a été écrit par cet auteur, a été adapté, mis en scène par Olivier Soliverès. Pour ceux qui connaissent le film, je vais pas vous pouvez peut-être skipper un tout petit peu cette partie, mais pour ceux qui ne connaissent pas le film et la pièce,
elle est très connue grâce à la performance de Robin Williams, qui joue le professeur John Keating. Elle est très connue parce que, évidemment, Robin Williams est vraiment un acteur exceptionnel qui a joué dans Madame Doubtfire et qui a, ou Jumanji, enfin plein de films. Il a vraiment cette tête du personnage sympathique qui vient souffler cette liberté, cette volonté d'art, de profiter de sa jeunesse, de cueillir le jour. Normalement, il a été connu beaucoup pour des films comiques et là, il est dans un humour qui est plus fin et une sensibilité de jeu. Ce film, il montre une facette plus douce, plus grave, et il est incroyablement charismatique, ça on va pas se mentir. Il contient son énergie qui est habituellement plus comme à la Jim Carrey, très grotesque. Je parle au présent, mais Robin Williams est mort. Il s'est suicidé, donc c'est quand même assez triste en fait comme fin pour un clown, et ça montre bien un tout petit peu parfois ce que les clowns peuvent cacher. Et là, vraiment, il est au service du film, il est au service de la poésie de ce film. Alors, sa présence, elle transforme véritablement le film. Il incarne la bienveillance du prof, la rébellion, mais sans la violence. C'est lui qui porte le message du carpe diem, de cueille le jour, donc avec une conviction qui marque vraiment les spectateurs de l'époque. Pour la petite anecdote, j'ai trouvé ça en faisant mes recherches. Le réalisateur Peter Weir du film a demandé à Robin Williams d'utiliser une vraie photo de classe de sa propre école, la Redwood High School, pour une scène de film, afin d'ancrer le personnage dans une réalité plus tangible. Ça, c'est un peu la fameuse technique Stanislavski qui a été adaptée par les Américains et qui donc est un peu le rappel aux souvenirs, et donc on s'ancre grâce à des souvenirs réalistes, et donc on va pour ça un peu s'aider d'objets du quotidien qui nous appartiennent véritablement pour essayer de reproduire cette énergie qu'on ressent quand on voit cet objet, quand on regarde cette photo, etc. Alors le film, lui, il est sorti en 1989, et on y retrouve d'autres talents comme Ethan Hawke qui joue Todd Anderson, c'est l'élève timide justement qui est à la recherche un peu de sa personnalité. Et puis Robert Sheen Leonard qui joue Neil Perry, le personnage qui veut devenir comédien mais dont le père est absolument infect parce que il lui propose, c'est-à-dire lui impose dans cette version, de devenir cardiologue, exactement. Et pas autre chose, voilà. Ça rappelle quelqu'un, tu ne seras pas professeur, tu ne seras pas comédien, tu seras professeur à la place. Pour ceux qui connaissent mon histoire. Mais bon, voilà, les choses ont fait que je n'ai pas terminé comme Neil Perry. J'ai fait autre chose, parce que Neil Perry, lui, termine très très mal. Mais là, je ne vous spoil pas pour que vous puissiez regarder le film. Mais même si je vous dis qu'il termine très très mal. Si je vous ai parlé du film, c'est parce qu'il est la source direct de ce spectacle. Ceux qui vraiment ont vu le film, comme moi, quand ils étaient jeunes ou moins jeunes, fatalement, le Cercle des poètes disparus, ça signifie quelque chose d'assez puissant. De par la poésie, de par cette rêverie du professeur qui propose à ses élèves de penser par eux-mêmes, d'être des libres penseurs et d'être des poètes, de regarder le monde avec d'autres lunettes. Ce spectacle-là a été récompensé par le Molière de la mise en scène dans un spectacle de théâtre privé et le Molière de la révélation masculine pour Ethan Hawke. Donc, je vous fais pas du name dropping, mais on peut se dire qu'après autant de récompenses, est-ce qu'on ne serait pas devant un bon spectacle? Moi, j'ai pas aimé. Voilà. Alors, je vais tout de suite, nuancer ce que je veux dire. Il est indéniable que ce spectacle, c'est-à-dire l'histoire du Cercle des poètes disparus, c'est une belle histoire. On peut pas tortiller. C'est vrai que c'est une belle narration. On reconnaît la narration à l'américaine avec les choses qui nous sont dites comme des fusils de Tchekhov, où on voit certains points qui nous sont mis et puis ces éléments reviennent, se remélangent, font que finalement construisent notre héros et le déconstruisent aussi. Et donc ça,
clairement, je trouvais que la narration, je retrouvais cette narration déjà dans le film, et elle était à l'identique sur la pièce de théâtre. Je peux franchement dire, oui, on a affaire à un bon spectacle. Oui, la performance des comédiens est excellente. Mais, c'est là où j'ai mon mais par rapport à ce spectacle et qui m'a fait passer une expérience, on va dire, mitigée. Si j'ai pu apprécier objectivement, me dire, ok, on a affaire à une qualité de spectacle, le centre culturel de Oui, où j'ai été regarder le spectacle, était plein à craquer. Et on sentait vraiment l'envie d'aller voir ce spectacle, de recevoir de nouveau ce texte qui nous a été donné dans le film. Alors, ce qui m'a posé problème, c'est que je me suis dit, ok, et on déterre un film, et qu'est-ce qu'on en fait? On le raconte exactement en pièce de théâtre. La performance, elle est d'adapter un film qui se passe dans un endroit, dans plusieurs endroits, en scène avec, ben voilà, le seul plateau. Ok. Bon, bah, jusque-là, je ne vais pas jouer les grands surprises, c'est possible, surtout quand on a reçu le Molière de la mise en scène, bah, ok, tu as sûrement fait quelque chose. Mais en fait, cette volonté de respecter à l'identique a été un des premiers points qui m'a un peu gêné. Alors oui, il y a de la technologie qui est propre au théâtre. Par exemple, le grand tableau qui parfois fait le grand tableau de la classe, qui parfois joue le rôle de la fenêtre où on peut voir, apercevoir le dehors ou carrément le dehors. Oui, ok, mais voilà, pas plus que ça. Les chaises qui rentrent, qui sortent, qui sont mises sur roulette, technologie tout à fait louable, très bien, très efficace. J'ai vraiment rien à dire. Mais j'ai l'impression que je reste sur ce que déjà le film propose. Et donc je suis allé au théâtre pour voir ce que le film m'a déjà montré. Le film m'avait ému, mais je n'ai pas vu à la même époque. Et ça, c'est mon deuxième mais. C'est vraiment un mais, par contre, qui ne concerne que moi. Et j'invite toute personne qui écoute ce podcast, qui a la gentillesse d'écouter ce podcast et de le noter 5 étoiles. Mais je vous invite véritablement à aller voir et vous faire votre propre avis et en discuter. Là n'est pas la question, mais bon, on est dans ce podcast, on peut donner son avis. Moi, j'ai mon vécu. Et mon vécu, justement, je le disais en début de podcast, c'est que j'ai deux choses. J'ai deux personnages là-dedans qui me touchent et qui en même temps m'ont refroidi. C'est-à-dire la vision du jeune Neil qui veut devenir comédien et ses parents l'en empêchent. Bon, clairement, je vais pas vous mentir, c'est mon vécu. Mes parents ne voulaient pas que je m'engage sur une voie où j'allais pouvoir devenir comédien et exercer mon art. Il se fait que j'ai dû beaucoup batailler et c'est pas grâce à eux en tout cas que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment le produit de. Et c'est voilà, c'est très émouvant de voir parfois son histoire qui est légèrement racontée. Enfin, on en prend ce qu'on veut évidemment comme fil. Et puis il y a le côté, il y a le côté professeur. Keating, Monsieur Keating, veut insuffler ce vent de liberté, de libre penseur, etc. Et en fait, je vois dans tout ce spectacle, avec mes yeux de personne de 40 ans, donc qui a ce vécu-là, je me dis, on croit tellement, c'est encore une image, les gens se sont levés à la fin du spectacle, mais cette image du professeur qui va changer les vies parce que il va dire aux élèves carpe diem. Et je trouve ça, en fait, maintenant, je trouve ça trop simpliste parce que enseignant, je l'ai été. Et j'étais tellement loin dans ce processus de ne plus aimer ce métier, d'être très refroidi par ce métier et par son quotidien, que j'arrive plus à me plonger dans l'idée que professeur, ses élèves vont apprendre grâce à lui à penser, à se rebeller sans violence, etc. Je n'ai pas vécu du tout ce quotidien-là en tant que professeur, voire jamais.
Et je joue les déçus peut-être de la profession, mais quand je pense à ça, je me dis que c'est une vue très éculée en fait, et qui plaît encore à beaucoup de monde. C'est-à-dire, oui, on croit aux bases qu'un professeur va pouvoir révolutionner le monde. Et très sincèrement, j'ai envie de dire, bah, c'est difficile dans le monde actuel d'y croire. Vraiment. Le professeur lambda, j'ai du mal à y croire. Je sais pas ce que vous en pensez vous, et donc là, je suis plutôt preneur. Mais donc tout du long, évidemment, il y a ce professeur Keating va quand même le payer un tout petit peu de sa personne quand les choses vont se retourner contre lui, parce qu'on est à Welton, qu'on est dans une école très très stricte, qu'il va y avoir des événements dramatiques qui vont ponctuer la pièce, le film, et qui font que on est dans une narration justement à l'américaine où ce qui était en train de traîner depuis le début va arriver, et va arriver presque en surprise malgré tout. Malgré tout, avec des liens dans la littérature anglaise, anglophone, qui sont très très bien, qui sont très très beaux, mais avec cette vision du professeur romantisé. Et ça, à 40 ans, j'arrive plus à y adhérer. Quand je vois tout le public qui se lève, je me dis, ah oui, on se lève parce qu'on se dit, oui, c'est ça l'enseignement, c'est ça, il faut laisser la liberté aux enfants de faire ce qu'ils veulent. Et là, j'ai envie de dire, quoi? Le film est censé se passer en 1959, dans les années 60, on est censé avoir libéré la pensée, et on se retrouve toujours aujourd'hui avec un monde que non. Alors ma conclusion sur ce spectacle serait que j'ai rien contre le Cercle des Poètes Disparus. Ce film était merveilleux en 1989, et quand je l'ai regardé avec des yeux d'enfant qui n'avaient pas tout son vécu, et j'ai trouvé ça romantique. Oui, j'ai trouvé que Robin Williams jouait exceptionnellement bien, et oui, j'ai trouvé que les comédiens du spectacle qui étaient oui, jouaient exceptionnellement bien. J'ai apprécié le moment. Oui, j'ai apprécié que l'histoire me soit racontée. Malgré tout, la redécouvrir, me voir que je me souvenais de pas mal de choses finalement, mais par contre, je suis resté froid de me dire, on est en 2026 les gars, et en fait, tout le monde rêve d'avoir une école où les professeurs sont là, engagés, en train de lire leur littérature, et juste par un carpe diem, voir que leurs élèves sortent de leur coquille et deviennent non plus des enfants, mais des hommes prêts à se battre pour des idées, mais toujours dans la non-violence et le respect d'autrui. Eh ben, j'y crois pas. Voilà. Je suis terriblement peut-être cynique, et si c'est le cas, je m'en voudrais parce que je me ressentirais très triste. Et quelque part, je me suis senti triste en fait de me dire, j'ai pas adhéré, mais il s'agit évidemment encore une fois de mon avis et de mon expérience, et donc je vous invite à aller regarder ce spectacle. Mais donc c'est peut-être le moment maintenant de faire une pause, parce que juste après, je vous parle de Carré blanc, petit, grand et arc-en-ciel, et c'est juste après le générique qu'on remet juste comme ça, comme un petit jingle. C'est parti! Et on se retrouve pour cette deuxième partie du 15e épisode de À quoi tu joues, dans lequel je vous emmène au théâtre. Et là, je vous invite à aller voir absolument Carré blanc, petit, grand et arc-en-ciel. Et là-dessus, j'ai des choses à vous dire, et que du bien, en fait. Spoiler alerte, en fait, j'ai adoré. Le spectacle de Laurent Pluman, en fait, évoque sans tabou toutes nos façons de nous mettre en relation avec les autres, et souvent des relations intimes. Donc on va un peu fouiller les relations intimes. C'est une série de petites scénettes qui créent le spectacle, avec comme ça il n'y a pas vraiment de fil conducteur, si ce n'est celui de la relation amoureuse et de faire relation avec autrui. Alors ça va de la relation amoureuse sexuelle entre deux personnes jusqu'à la relation amoureuse robotique, dystopique, avec peut-être potentiellement maintenant l'IA. On en parle non-stop de cette IA, mais c'est vrai qu'elle commence à rentrer dans les relations, et savez-vous que c'est une des premières utilisations de l'intelligence artificielle? C'est se confier, évoquer ses émotions et rentrer en relation donc avec un ordinateur.
Vive le futur siècle. Et alors, bon, c'est assez fort. Du coup, moi, ce que j'en ai, je vais tout de suite passer à ce que j'en ai pensé plutôt que de vous résumer. J'ai pensé vraiment à un texte qui était très fort et qui est vachement bien porté par nos comédiens belges et français. Et donc, j'ai trouvé que c'était très chouette parce qu'on passe toujours en tant que spectateur dans cet inconfort. Et pour moi, toutes ces scénettes liées les unes aux autres me donnent cette impression qu'elles me mettent au défi de mes propres valeurs par rapport à la relation humaine. Bah, par exemple, à ma façon dont je viens de critiquer les futures relations qu'on commençait déjà à avoir avec nos ordinateurs qui répondent à nos émotions, à nos états émotionnels. Alors, c'est là où moi, je rentre en résistance, par exemple, en me disant, c'est pas trop ma valeur, et en même temps, dans le spectacle, c'est totalement remis en question. Je me suis totalement remis en question en me disant, c'est contre mes valeurs, mais après, une personne malheureuse, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter d'autre que d'avoir à un moment donné une machine qui lui réponde à ses émotions? Et je vous pose la question sincèrement, c'est quoi en fait qui nous permet de juger la solitude d'une personne? Voilà. Et alors bon je pose la vraie question ici, une question sincère, mais après on a aussi dans le texte des moments hilarants dans lesquels ce que je trouve très intelligent, il y a une façon de raconter qui est toujours, on est dans une situation, la situation a l'air grave, et puis au fur et à mesure, on comprend plus de contexte, et puis il y a un clash, un plot twist où c'est très humoristique, où on passe vraiment à autre chose. Et ça, j'adore parce que ça me surprend. Justement, je venais de vous parler du Cercle des poètes a disparu. On n'est plus du tout dans quelque chose qui est l'école aseptisée, mais quand même avec ce vent de liberté, ces valeurs idéalisées. Alors, c'est sûr que l'amour, c'est toujours à idéaliser, la liberté est toujours à idéaliser, elle est en partie dans ce spectacle, mais ce n'est pas là le seul propos, et ce n'est pas la seule remarque que j'ai pu me faire pendant tout le spectacle. Pendant tout le spectacle, je me suis remis en question sur ma façon de voir l'amour, la façon d'aimer l'autre, la façon d'aimer aussi sa transformation, son changement, parce que les gens évoluent, parce que euh, les gens changent, que ce soit parce qu'ils vieillissent, parce qu'ils deviennent malades, parce qu'ils ont besoin de liberté, d'une forme de liberté dans leur couple. Toutes ces questions qu'on n'ose pas ou qui sont gênantes de se poser. Et c'est en plus génial que ce soit joué par des comédiens qui soient particulièrement bons, qu'on ne sache pas où on va dans l'écriture. On va autant voir un homme se déguiser en femme pour échapper à son quotidien, comme une femme amoureuse de l'intelligence artificielle. Euh, et donc, c'est toutes les questions, des questions qui sont très contemporaines. J'ai vraiment apprécié aller voir ce spectacle qui s'appelle Carré blanc, petit, grand et arc-en-ciel. Alors, pour l'anecdote, le carré blanc, le titre carré blanc, vient des carrés blancs qui étaient dans les films pour dire que c'était des films pour adultes ou plus de 16 ans. Et ça, c'était à l'époque. Donc bon, il faut se remettre aussi à l'époque. Euh, voilà. Et donc un spectacle absolument à aller voir. Il y a de l'humour, il y a des rebondissements, il y a des effets de surprise complètement what the fuck, et on adore. Et finalement, ma conclusion en fait de ces deux spectacles que vous alliez voir, le Cercle des poètes disparus ou Carré blanc, petit, grand et arc-en-ciel. D'abord, un premier constat. Le centre culturel était vide pour Carré blanc. Le centre culturel était plein pour le Cercle des poètes disparus. Je ne mets pas du tout en comparaison les deux spectacles qui, de toute façon, parlaient d'un autre propos, parlaient d'autre chose, si ce n'est qu'à leur jauge, où le Cercle des poètes disparus a tout son mérite. Ils ont reçu un Molière. Ils partaient déjà d'un film connu,
d'une histoire qui atteignait déjà le cœur des gens, alors que Carré Blanc, c'est vrai que ça parle moins. Le titre, on peut se interroger s'il est vraiment bien choisi, en tout cas quand on est dans une logique de vente de spectacle, mais bon, hein, on connaît tous ça, et c'est certainement un choix de cœur d'avoir pris ce titre-là. Mais ça dit bien ce que ça veut dire sur parfois la façon dont on va aller voir les spectacles, la façon dont on fait confiance à ses programmateurs, la façon dont on perçoit le besoin de se faire plaisir. Et c'est génial que les gens aillent voir le Cercle des Poètes Disparus en spectacle. Vraiment, c'est génial. Allez-y, allez voir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais allez voir aussi les spectacles qui ne sont pas connus. Et une réflexion justement qui m'a été faite par Anne Watelet, qui a participé à un des premiers podcasts Paris fait mieux. Allez voir ce podcast, enfin allez écouter ce podcast si vous m'écoutez, ou allez le voir si vous regardez YouTube. Elle me disait, à l'entrée du spectacle, c'est ce type de spectacle qu'on programme et on le fait parce que on sait bien qu'il va pas y avoir beaucoup de monde, mais c'est les seules occasions où ce genre de spectacle peut être diffusé et c'est très important parce que c'est ce type de spectacle aussi qu'on aime bien. Eh bien, je lui donne raison. C'est absolument ce genre de choses qui font que je me dis, il faut avoir confiance en son programmateur. Et peut-être qu'il faut que les programmateurs communiquent en disant qui ils sont directement au public. C'est une des questions, peut-être, si ça vous intéresse, que je devrais prolonger avec Sarah ou Anne pour interroger sur cette question du rôle dans la diffusion, dans la programmation entre le public et le programmateur, parce qu'ils font parfois des choix et c'est vrai qu'on ne sait pas les suivre, et donc on va aller à la confiance, au titre connu ou à la personne qui est reconnue. Bref, perso, bon, j'ai adoré Carré Blanc, j'ai passé une excellente soirée, et ce serait très intéressant de savoir comment on peut mener les spectateurs à aller voir ce type de spectacle. Donc, dilemme de mon 15e épisode, d'un côté le Cercle des Poètes Disparus, un classique qui remplit les salles, de l'autre côté Carré Blanc, petit et arc-en-ciel, qui est une pépite mais plus audacieuse et qui retient peut-être les gens à aller voir. Elle avait écrite avec une justesse chirurgicale. S'il vous plaît, faites-moi le plaisir, allez le voir. On s'y retrouve, on parle de tabou, on parle à la perfection de notre solitude, alors allez-y. Et puis voilà, c'est aussi ça le paradoxe du théâtre, c'est d'avoir des grands succès, des petits succès, mais toujours des histoires à raconter. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Eh bien, moi, j'attends simplement vos commentaires pour savoir comment on aide le public à franchir la porte de l'inconnu, comment on arrive à faire des ponts entre les artistes et le public. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer un vocal ou simplement partagez-le à quelqu'un qui se pose les mêmes questions que moi, un artiste ou une personne qui adore les arts vivants. Si vous avez un moindre commentaire sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est ça qui va construire aussi le podcast. Moi, j'ai envie que ce soit un podcast qui vous plaise, qui vienne à vous, qui parle pour vous. Et puis, qu'est-ce que j'avais encore à dire n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez été voir un spectacle qui paraissait plus difficile et qui pourtant vous a marqué à vie. Si c'est le cas, dites-moi c'est lequel, parce que moi aussi ça m'intéresse d'aller voir des spectacles qui vous ont plu. Merci d'avoir écouté en tout cas. Je suis Salvatore Giunta et on se retrouve très très vite pour disséquer ensemble les arts de scène. D'ici là, n'oubliez pas de cueillir le jour et surtout que jouer, c'est du sérieux. À bientôt. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à tous tes amis et le noter 5 étoiles. Et si tu trouves aussi que les réseaux sociaux puent du luc, eh bien, n'oublie pas qu'on peut garder contact via ma newsletter que tu retrouveras sur mon site internet www.salva-comédien.be www.salva-comédien.be. Une manière sympa de se tenir au courant sans être dépendant des algorithmes et des multimilliardaires qui les possèdent. À bientôt!